Yuval Noah Harari dans son livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité, nous explique qu'en dépit des multiples différences, toutes les espèces partagent plusieurs caractéristiques marquantes. La plus notable est la taille extraordinaire du cerveau en comparaison de celle des autres animaux. Les mammifères de 60 kg ont un cerveau moyen de 200 cm3. Les tout premiers hommes, voici 2,5 millions d'années, avaient un cerveau d'environ 600 cm3. Le sapiens moderne possède un cerveau moyen de 1200 à 1400 cm3. Les cerveaux de Néandertal étaient encore plus gros. Que l'évolution ait sélectionné les gros cerveaux peut bien nous sembler couler de source. Nous sommes si épris de notre grande intelligence que nous imaginons qu'en matière de puissance cérébrale plus on en a, mieux c'est. Si tel était le cas, cependant, la famille des félins aurait aussi produit des chats sachant calculer, et les cochons auraient maintenant lancé leur propre programme spatial. Pourquoi les cerveaux géants sont-ils si rares dans le règne animal? Un cerveau géant est épuisant pour le corps. Il n'est pas facile à trimballer, surtout enchâssé dans un crâne massif. Il est plus difficile encore à alimenter. Chez l'Homo sapiens, le cerveau représente autour de 2% à 3% du poids corporel total, mais il consomme 25% de l'énergie du corps quand celui-ci est au repos, contre 8% seulement pour le cerveau des autres grands singes. Les humains archaïques payèrent leur gros cerveau de deux façons. Premièrement, ils passèrent plus de temps à chercher de quoi se nourrir. Deuxièmement, leurs muscles s'atrophièrent. Comme un gouvernement détourne des fonds de la défense vers l'éducation, les hommes détournèrent de l'énergie des biceps vers les neurones. Que ce soit une bonne stratégie pour survivre dans la savane ne va pas de soi. Si un chimpanzé ne peut l'emporter dans une discussion avec un Homo sapiens, le singe peut le déchiqueter comme une poupée de chiffon. Aujourd'hui, nos gros cerveaux donnent de bons résultats car nous savons produire des voitures et des fusils, qui nous permettent d'aller plus vite que les chimpanzés et de les abattre à bonne distance au lieu de lutter avec eux. Or, voitures et fusils sont un phénomène récent. Pendant plus de 2 millions d'années, les réseaux neuronaux de l'homme n'ont cessé de croître, mais en dehors de couteaux en silex ou de bâtons pointus, il n'était pas grand-chose de précieux pour l'attester. Comment expliquer l'évolution du cerveau humain massif au cours de ces 2 millions d'années? Franchement, nous n'en savons rien. Un autre trait humain singulier est que nous marchons redressés, sur deux jambes. Debout, il est plus facile de scruter la savane, de guetter le gibier ou l'ennemi, tandis que les bras, devenus inutiles pour la locomotion, sont libérés à d'autres fins, lancer des pierres ou des signaux, par exemple. Plus ces mains pouvaient faire de choses, plus leurs propriétaires connaissaient de réussite, de sorte que la pression évolutive s'est traduite par une concentration croissante de nerfs et de muscles tout en délicatesse dans les paumes et les doigts. De ce fait, les humains peuvent accomplir avec leurs mains des tâches d'une extrême complexité. Ils peuvent notamment produire des outils élaborés. La première preuve d'une production d'outils date d'il y a environ 2,5 millions d'années, et la manufacture et l'utilisation d'outils sont, selon les archéologues, les critères auxquels on reconnaît les anciens humains. Marcher redressé avait cependant son revers. Le squelette de nos ancêtres primates se développa des millions d'années durant pour supporter une créature qui marchait à quatre pattes et avait une tête relativement petite. S'ajuster à la position debout était un défi d'autant plus redoutable que l'échafaudage devait supporter un crâne extra large. L'espèce humaine paya sa hauteur de vue et ses mains industrieuses par des migraines et des raideurs dans la nuque. Pour les femmes, il y eut un prix supplémentaire. La position droite nécessitait des hanches plus étroites, resserrant le canal utérin, et ce, au moment précis où la tête des bébés devenait toujours plus grosse. La mort en couche fut un risque majeur pour les femelles humaines. Celles qui accouchaient tôt, quand le cerveau et la tête du bébé étaient encore relativement petits et souples, s'en sortaient mieux et pouvaient avoir plus d'enfants. En conséquence, la sélection naturelle favorisa les naissances précoces. De fait, en comparaison d'autres animaux, les humains naissent prématurés, alors que nombre de leurs systèmes vitaux sont encore sous-développés. Un poulain peut trottiner peu après sa naissance, un chaton de quelques semaines quitte sa mère pour explorer le monde tout seul. Les bébés d'hommes sont démunis, tributaires durant de longues années de leurs aînés qui assurent leur nourriture, leur protection et leur éducation. Cet élément a grandement contribué aux extraordinaires capacités sociales de l'humanité comme à ses problèmes sociaux uniques. Avec leurs enfants accrochés à leur basque, les mères solitaires ne pouvaient guère trouver assez de nourriture pour leurs rejetons et pour elles-mêmes. Élever des enfants nécessitait l'aide constante des autres membres de la famille et des voisins.
Il faut une tribu pour élever un homme. Ainsi l'évolution favorise-t-elle ceux qui sont capables de nouer de robustes liens sociaux. De surcroît, les humains naissant sous-développés, ils se prêtent bien mieux qu'aucun autre animal à l'éducation et à la socialisation. La plupart des mammifères sortent de la matrice telle une poterie émaillée d'un four, vouloir la remodeler, c'est seulement risquer de l'égratigner ou de la briser. Les humains sortent de la matrice comme du verre fondu d'un four. On peut les tourner, les étirer et les façonner avec un étonnant degré de liberté. C'est bien pourquoi nous pouvons aujourd'hui éduquer nos enfants, en faire des chrétiens ou des bouddhistes, des capitalistes ou des socialistes, des hommes épris de guerre ou de paix. Nous supposons qu'un gros cerveau, l'usage d'outils, des capacités d'apprentissage supérieures et des structures sociales complexes sont des avantages immenses. Que ceci ait fait de l'espèce humaine l'animal le plus puissant sur Terre paraît aller de soi. Or, 2 bons millions d'années durant, les humains ont joui de tous ces avantages en demeurant des créatures faibles et marginales. Les humains qui vivaient voici 1 million d'années, malgré leur gros cerveau et leurs outils de pierre tranchants, connaissaient la peur constante des prédateurs, du gros gibier rarement chassé, et subsistaient surtout en cueillant des plantes, en ramassant des insectes, en traquant des petits animaux et en mangeant les charognes abandonnées par d'autres carnivores plus puissants. Un des usages les plus courants des premiers outils de pierre consistait à ouvrir les os pour en extraire la moelle. Selon certains chercheurs, telle serait notre niche originelle. De même que la spécialité des pics est d'extraire les insectes des troncs d'arbres, de même les premiers hommes se spécialisèrent dans l'extraction de la moelle. Pourquoi la moelle? Eh bien, imaginez que vous observiez une troupe de lions abattre et dévorer une girafe. Vous attendez patiemment qu'ils aient fini. Mais ce n'est pas encore votre tour à cause des chacals et des hyènes, vous n'avez aucune envie de vous frotter à eux, qui récupèrent les restes. C'est seulement après que vous et votre bande oserez approcher de la carcasse, en regardant prudemment à droite et à gauche, puis fouiller les rares tissus comestibles abandonnés. C'est là une clé pour comprendre notre histoire et notre psychologie. Tout récemment encore, le genre Homo se situait au beau milieu de la chaîne alimentaire. Des millions d'années durant, les êtres humains ont chassé des petites créatures et ramassé ce qu'ils pouvaient, tout en étant eux-mêmes chassés par des prédateurs plus puissants. Voici 400 000 ans seulement que plusieurs espèces d'hommes ont commencé à chasser régulièrement le gros gibier, et 100 000 ans seulement, avec l'essor de l'Homo sapiens, que l'homme s'est hissé au sommet de la chaîne alimentaire. Ce bond spectaculaire du milieu au sommet a eu des conséquences considérables. Les autres animaux situés en haut de la pyramide, tels les lions ou les requins, avaient eu des millions d'années pour s'installer très progressivement dans cette position. Cela permit à l'écosystème de développer des freins et des contrepoids qui empêchaient lions et requins de faire trop de ravages. Les lions devenant plus meurtriers, les gazelles ont évolué pour courir plus vite, les hyènes pour mieux coopérer, et les rhinocéros pour devenir plus féroces. À l'opposé, l'espèce humaine s'est élevée au sommet si rapidement que l'écosystème n'a pas eu le temps de s'ajuster. De surcroît, les humains eux-mêmes ne se sont pas ajustés. La plupart des grands prédateurs de la planète sont des créatures majestueuses. Des millions d'années de domination les ont remplis d'assurance. Le sapiens, en revanche, ressemble plus au dictateur d'une république bananière. Il n'y a pas si longtemps, nous étions les opprimés de la savane, et nous sommes pleins de peur et d'angoisse quant à notre position, ce qui nous rend doublement cruels et dangereux. Des guerres meurtrières aux catastrophes écologiques, maintes calamités historiques sont le fruit de ce saut précipité. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous sur la chaîne maintenant pour ne rien rater.